este año, estaremos escuchando las voces centrales de nuestras mujeres en América Latina y el Caribe. La mañana de hoy, estos cafés los lidera nuestro campeón de género de América Latina y el Caribe, género y ambiente, el señor Vicente Troya, representante residente de PNUD en Costa Rica. Desde el área de género del PNUD para América Latina y el Caribe y junto con toda la organización del PNUD nos propusimos este espacio para realmente escuchar de primera voz las experiencias de las mujeres latinoamericanas que están transformando sus comunidades, transformando sus sectores productivos y transformando y haciendo realidad a esto de lo que llamamos una economía verde, sustentable, basadas en la igualdad y basadas en la recuperación. No es posible pensar un mundo sostenible sin la igualdad de género y la autonomía y a las mujeres como agentes de cambio. En este sentido, tenemos el placer de contar con un grupo de mujeres durante estos encuentros que realmente nos da muchísimo placer. El día de hoy vamos a encontrarnos con Luz Aro, una referente de las mujeres campesinas de América Latina y el Caribe. Realmente Luz, no sabe cómo presentarlas, muchas y muchos de ustedes la conocerán, pero ha sido una mujer histórica desde el movimiento en Ecuador, que ha liderado no solamente en las transformaciones del movimiento de mujeres campesinas en Ecuador, sino en todos los países de América Latina y el Caribe, y ha logrado también un trabajo muy fuerte con el movimiento municipalista a nivel de la región. Este ciclo de cafés no se pudo haber logrado sin café n'aurait pu avoir lieu sans la coordination stratégique du bureau du PNUD au Costa Rica et du bureau de genre Andrea Quesada, Patricia Oviedo, Rafaela Sánchez, Ana María Rodríguez, Diana Garro, Tatiana López et Carolina. Merci beaucoup. Tous ceux qui sont derrière cet échange, ce programme, nous aurons aussi après d'autres invités lors de ces échanges de matinée verte et violette. Nous avons Hidalgo, la biodiversité de Sid Williams, ambassadrice de Grenade, et Angela Valenzuela, une jeune gestionnaire de ressources naturelles. Seulement donner la parole à José Vicente pour tout le travail. Et nous avons eu cette idée non seulement de donner la voix à une seule personne, parce qu'on voulait entendre son expérience, les processus de transformation, le besoin d'identifier des actions prioritaires. Parfois, on n'a pas la possibilité d'avoir un échange approfondi, un entretien comme il faut. Et c'est pour ça que nous avons eu cette idée. Donc, José Vicente, vous avez la parole d'ores et déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillermina. C'est un grand plaisir de pouvoir commencer aujourd'hui ce café. Merci beaucoup à tout le monde via Zoom. Mon nom est José Vicente. C'est vraiment un honneur pour moi en tant que champion de genre pour l'Amérique latine et Caraïbes, représentant au Costa Rica, vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à ce premier café virtuel vert et violette, les voix des femmes latino-américaines qui protègent et qui transforment notre environnement. Nous commençons nos cafés verts et violets du programme des Nations Unies pour le développement en Amérique latine et les Caraïbes avec une invitée de luxe, vraiment puissante, leader de notre région, Madame Luz Aro Guanga, secrétaire exécutive du réseau de l'Amérique latine et les Caraïbes et présidente nationale de AMJUPRE. Soyez donc la bienvenue à notre premier café, chère Luz. Je vous laisse le micro, je laisse le micro à Luz pour qu'elle nous donne quelques mots de bienvenue avant de continuer avec ce café. Luz, vous avez la parole de bienvenue.
merci beaucoup, vraiment, à mon nom propre et au nom de tous ceux qui faisons le travail des femmes rurales en Équateur et au niveau aussi du réseau d'Amérique latine et des Caraïbes, tout le long de notre Amérique, depuis le Chili jusqu'au Mexique, vous remercier particulièrement en tant qu'équipe technique comme Guillermine, José Vicente, Andrea et toutes ces personnes que depuis le PNUD ont rendu possible cet espace pour pouvoir apporter un message et partager nos modestes expériences euh, tout le long de notre chemin pour toute l'audience, non seulement en Équateur et en Amérique latine, mais dans le monde entier. En tant que femme rurale, c'est vraiment très réconfortant parce que cela nous donne un espoir, une étincelle d'espoir dans cette épidémie vers l'avenir. On ne sait pas combien de temps cette épidémie va durer, mais si on sera vivant, on recherche toujours de nouveaux chemins, de nouvelles initiatives, de nouvelles frontières pour travailler. Je suis très heureuse de vous saluer, non seulement au nom des femmes dans ce processus, mais surtout toutes ces femmes qui n'ont pas encore perdu la peur, qui ne peuvent pas encore sortir de chez elles, qui se sentent encore isolées. C'est pour elles que nous continuons à travailler. Merci beaucoup. Merci, Luz, de nous avoir fait cet honneur de nous accompagner aujourd'hui. Nous faisons face aujourd'hui, en tant qu'humanité, à une triple crise. La première crise est liée à la pandémie de la COVID-19, ses impacts sur la santé, répercussions économiques et sociales qui approfondissent les écarts et les inégalités sociales et de genre. La deuxième, c'est la crise climatique et la troisième, c'est la perte et la détérioration de la diversité biologique. L'IDH 2020 souligne que le déséquilibre planétaire et social présente des défis qui sont reliés entre eux et qui agissent dans un cercle vicieux en s'aggravant mutuellement. Le chemin que nous choisissons pour faire face à ce risque de vraiment perte va marquer sans doute le sentier de l'avenir que nous allons léguer aux générations futures, et c'est la prémisse de laquelle nous partons dans notre programme, parce que c'est une notion, une idée de réponse politique stratégique et multidimensionnelle pour faire face aux défis auxquels nous faisons face. Dans notre compréhension, la durabilité environnementale, la décarbonisation et la route vers l'économie verte doivent situer au cœur de leur travail les femmes, où l'on leur reconnaisse et on apprécie leur contribution à la protection et à la gestion durable des ressources naturelles et à l'augmentation de cette résilience climatique au sein des communautés grâce à la gestion des femmes. Et où l'on puisse souligner, bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser les femmes pour compte, et qu'il est essentiel de potentialiser l'agenda en matière environnementale, leur qualité de gestion de l'environnement. Et il est essentiel d'atteindre les objectifs environnementaux qui vont nous amener à un véritable développement humain durable, où les femmes seront au cœur. Dans ce contexte, nous reconnaissons qu'en Amérique latine et les Caraïbes, il existe des femmes unies qui sont des agents de changement, qui lidèrent des efforts pionniers dans les différents thèmes environnementaux et qui encouragent et qui promeuvent l'égalité et la parité des sexes et l'autonomisation des femmes tout le long des différents écosystèmes. Pour cela, nous avons créé cet espace de café virtuel vert et violet pour faire ressortir leur voix, entendre leurs vastes expériences et identifier des actions prioritaires dans la région pour promouvoir une transformation sociale et environnementale qui reconnaissent les apports des femmes dans leur diversité et promouvoir leur autonomie. Mais à nouveau, chère Luz, pendant tout cet échange, nous aurons des questions et des réponses. Et
pour que tu puisses nous répondre chacune de ces questions entre 5 et 6 minutes. Et j'aimerais te demander comment a commencé ta trajectoire dans le domaine de l'autonomisation des femmes rurales. Quelles ont été les principales motivations pour entreprendre ce travail? Bien sûr, tout a toujours une origine, des racines. Je crois que sans vouloir être égoïste, je dois dire que je viens d'un foyer très humble où la vie des filles paysannes n'avait pas accès à une éducation, tout au plus à la 4e année de l'école primaire. Et cela en étant la première de 9 enfants sur un chemin d'un travail rude depuis l'enfance, mais qui nous a aussi fait beaucoup plus fortes. Et dans le chemin, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je pouvais faire pour les autres, pourquoi cela a commencé vraiment. Depuis l'enfance, je réfléchissais toujours qu'est-ce que je dois faire de plus pour mes frères, pour la famille, pour ma mère, etc. Et quand j'ai grandi un peu plus tard, j'ai pu commencer à travailler comme dirigeante communautaire. Et après, j'ai vu qu'il était important de faire quelque chose pour les femmes parce qu'il y avait une très grande discrimination, de violence, des abus à l'encontre des femmes. Et cela a fait que aujourd'hui, que j'allais donc former l'association des femmes de Fatima avec une reconnaissance juridique. Et en 96-97, on a soutenu la première école de femmes libres de l'Amazonie. On s'appelait les femmes libres de l'Amazonie équatorienne. Et après, avec le temps, on va commencer à légitimer les gouvernements territoriaux. En 99, j'ai été élue au gouvernement territorial et ainsi l'association des femmes rurales étant directrice nationale dans des organisations, des gouvernements paroissiaux, des paroisses, et l'idée de former une association. Et après, on a fait le plan d'opportunité des initiatives. On disait on veut des connaissances, des capacités, etc. Et lorsqu'on a été en avril 2005 à l'immeuble des Nations Unies avec le directeur de l'époque, la directrice de l'époque qui nous a soutenus, cette idée a surgi et qui nous a permis de gérer ce plan. Et il y a eu après un agenda politique de femmes rurales. Et c'est cet agenda de femmes rurales qui a sorti, qui a été issu de ce premier moment. Après, on a géré des fonds pour faire des écoles de formation pour des femmes leaders rurales. Et depuis lors, on a continué à beaucoup travailler là-dessus parce que je suis convaincue qu'il n'y a que la connaissance qui nous donne vraiment la véritable autonomie de perdre les peurs. Fais attention parce que le diable va venir te tirer les oreilles. Donc, il a fallu travailler contre cette culture de la peur. Et c'est comme cela que nous avons pu rompre toutes ces coutumes, ces habitudes, la façon de voir la vie. Et enfin, on a pu commencer à progresser. Avant de Besdina, on avait déjà un processus. Et après, on a fait cette première école de formation de leaders communautaires et les femmes ont commencé à participer. On a fait une école pendant un an, des modules de 1 mois et demi en Amazonie. On a formé 150 femmes et ces femmes ont supprimé leur peur. Elles sont devenues candidates pour des conseillers territoriaux et on a ainsi petit à petit, grâce à l'école et aux écoles qui avaient été formées, on a commencé à former des femmes sur tout le territoire national. Et toutes ces femmes, en janvier 2008, dans la salle virtuelle de Salésien,
nous avons assis pour la première fois des femmes à commencer à utiliser des ordinateurs, à apprendre à utiliser des ordinateurs, ce que c'est qu'une souris, un clavier, etc. Et cela a été vraiment cette force que nous avons toujours retrouvée, et c'est pour ça que nous n'avons jamais arrêté de pouvoir gérer, renforcer les capacités de motivation. Parce que la motivation est cette nécessité de faire toujours le mieux possible pour faire plus. Parce qu'en travaillant pour les femmes, c'est aussi travailler pour les enfants, pour les filles, pour la famille, pour la communauté, pour l'organisation et pour la société. Donc, tout ce qu'on peut faire pour les femmes sera toujours au bénéfice de la société tout entière. Merci, Luz. Ma deuxième question est liée parce que tu viens de nous raconter de ton expérience, un témoignage très puissant. On aimerait te demander un peu davantage, plus de détails, ce qui t'a inspiré à former cette école de femmes leaders. C'est un point vraiment transcendantal, essentiel, très important. Et il est bon que tous celles et ceux qui nous écoutent sachent ce qui a inspiré la création de cette école de femmes leaders. L'école des femmes, c'était ça, potentialiser leur leadership, leur action communautaire, leur participation sur le scénario communautaire. Parce que il fallait voir, quand j'ai été élue au président du conseil, et que j'ai fait partie de la mairie des gouvernements locaux, j'avais dit à mes collègues, on va travailler les hommes et les femmes, et donc on a convoqué les présidents des communautés, on leur a dit, on va donner la priorité aux besoins des communautés lors de des séances communautaires. Mais à chaque séance communautaire, il faut que les hommes et les femmes soient en parité de sexe, en nombre égal, et les hommes se regardaient entre eux en disant, zut, on a du mal, on va être gouverné par les jupes, etc. Donc, et parce qu'il y a des communautés quechua et il y a des communautés métisses, et donc, rien que pour vous raconter ce qui s'était passé ce jour-là, nous sommes allés après cela. Je suis désolée, il faut qu'il y ait ici une participation d'hommes et de femmes à ces sessions. On a été à un lieu à 5 km du centre de notre paroisse. C'est la première visite que nous avons faite et nous avons posé la question, quel est le travail prioritaire pour vous et les hommes? Il semblait qu'ils s'étaient mis d'accord entre eux. Ils ont dit le terrain de foot. Et j'ai regardé les femmes et j'ai demandé, et pour vous? À parler. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne parlez pas? Et ils ont répondu, on ne peut pas parler parce qu'ils vont se fâcher. Les hommes vont se fâcher. Alors, je leur ai raconté, ici, c'est une session, une séance communautaire et tout le monde doit avoir son avis, doit donner ce qu'il pense, ce que pensent les jeunes, comment gérer une action publique si tout le monde ne s'exprime pas. Donc, après cela, dans cette communauté-là, comme dans toutes les communautés, pour les hommes, le point important de priorité, c'était la maison communale, le terrain de foot, la route, tandis que pour les femmes, la priorité, c'était l'eau, la santé, l'éducation, la production. Donc, si nous analysons l'eau, la santé, l'éducation et la production, bénéfice qui? Ce n'est pas seulement pour les femmes, parce que jusqu'alors, le terrain de foot est 100% masculine. Les femmes n'y assistent que pour applaudir. Mais donc, l'inspiration a toujours été comment potentialiser le talent humain des femmes et relâcher ces nœuds du cerveau et de la gorge, surmonter les peurs, non pas pour se révéler ou pour des choses,
négative, mais plutôt pour les autonomiser, pour leur donner ce pouvoir. Comment leur donner ce pouvoir? Tout d'abord avec la connaissance, mais pour parvenir à la connaissance, il faut les entendre, il faut entendre les femmes. Il faut les laisser s'exprimer, de relâcher leur peur, leur douleur, leur frustration pour que de là puisse surgir cette étincelle d'espoir. Et c'est pour ça que ça a été toujours une très forte motivation pour moi, le fait que les femmes, ne serait-ce qu'une petite connaissance à la première année de primaire, mais cette connaissance donnée depuis les écoles de formation, pour moi, était, comment dire, cette aiguille qui va les animer, qui va les pousser, qui leur permet de commencer à donner leur avis lors des séances communautaires. Mais comment faire cela? Elles ne pouvaient pas aller à l'école, au lycée, au collège. Certaines le faisaient parce qu'ils me voyaient moi. Moi, j'ai terminé mon école primaire en tant qu'adulte à Quito lorsque je me suis échappée de la maison. Je suis allée travailler pour aider à l'économie de la maison. Et là, à Quito, j'ai terminé aussi l'école primaire et après d'autres études. Donc, bien sûr, j'ai commencé mon baccalauréat déjà mariée, en ayant 3 enfants à 35 ans. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier, je vais sortir le pain de la maison et je vais devoir acheter des cahiers, de matériel éducatif. Et je me suis dit, même si je n'achète pas un seul blouson ou une paire de chaussures par année, je vais quand même acheter le matériel éducatif pour étudier parce que c'était mon droit. Et tout cela aide à s'exprimer et aussi à comprendre la problématique des femmes. Lorsque j'étais à l'école primaire d'ici, j'engageais un taxi parce qu'on dépense beaucoup d'argent dans le transport, donc je devais payer un taxi. Et si tu connais Pastaza, c'est la province la plus grande de l'Équateur et où l'on a la plus grosse réserve de forêt parce que les 5 paroisses sont d'accès de route. Et on rentre par Canelos pour entrer dans cette communauté à une paroisse et toutes les autres n'ont accès que par voie aérienne, il n'y a pas d'autre façon. Donc, il fallait réfléchir comment équilibrer ce bilan pour que les femmes puissent, au milieu des difficultés, et quand même une meilleure ouverture, disponibilité, non pas pour faire choses négatives à quelqu'un, mais pour générer des changements. Lorsque j'ai décidé d'étudier, je me disais parce que je veux être une meilleure maman, une meilleure épouse et une meilleure citoyenne. Je n'ai pas pensé aller à la recherche des aventures, non. Ce que je voulais être, c'était une meilleure personne, j'espère l'avoir réussi, pour pouvoir justifier d'une certaine façon le fait d'avoir sacrifié du temps avec mes enfants. Voilà ce qu'a été les motivations des écoles de formation qui ne sont pas académiques, mais qui sont très liées à la croissance, au développement personnel, au partage des expériences, à entendre les expériences. On s'aide les unes aux autres. Et nous pouvons ainsi, peut-être on n'a pas de lettres, mais nous avons une grande sagesse de ce qu'on apprend dans l'école de la vie tout au long de notre chemin, parce que là, dans la communauté la plus éloignée de l'Équateur ou du monde, et je leur disais à la première école, à celle qui allait à la première école, il y avait un docteur et 2 ingénieurs dans tout le Pastaza. Et je disais, il faut s'adapter aux femmes analphabètes. Quand je suis allée, j'ai parcouru toutes les paroisses et un taxi pour voir jusqu'où il arrivait. Après, je mettais les bottes pour entrer dans les forêts à la recherche des femmes. Et souvent, elles me répondaient, je préfère que ce soit mon fils
ou mon mari qui aille à ces cours. Et je leur disais, mais pourquoi tu dis ça? Je sais que tu es à Viamakas, par exemple, une communauté. Et ça me rapprochait, me disait, mais je ne sais pas lire et écrire, je ne peux pas faire la formation. Mais je lui répondais, mais tu as un cerveau, tu as des yeux, tu as des oreilles, tu as un talent, viens profiter de cette école. Et après, je suis venue, j'ai posé la question si je pouvais et on m'a dit, faites comme vous pensez qu'il faut le faire. Et je me rappelle une mairie de Quito qui m'ont accueilli pour faire ce projet et dont je les remercie, Sylvia Vega, etc. Et ils me disaient, mais tu vas voir, Lou, c'est une école de leaders, de femmes leaders. Et je leur disais, tu ne connais pas ce que c'est que la pastaza et l'Amazonie, parce qu'une chose, c'est tout le temps Quito, mais une autre chose, c'est d'être en Amazonie. Donc, laisse-moi faire, je m'en occupe. Et il m'a fallu aussi rompre ces nœuds, parfois, même à l'intérieur du même processus des femmes, parce qu'on peut avoir plusieurs visions. On peut avoir une vision urbaine et ne pas comprendre ce qui se passe dans les communautés rurales. Donc, les motivations ont toujours été que les femmes grandissent, se développent, comment avoir des voix propres, que ce soit une référence communautaire, que les femmes puissent être perçues comme des décideuses, d'avoir une voix dans les masses médias, à la télévision, à la radio. Et l'idée et le rêve, c'était celui-là. Donc, ça n'a pas été une motivation, mais plusieurs motivations de voir les gens qui se développent, qui développent leur sagesse, qui sont là, mais qu'il fallait des opportunités pour les exprimer. C'est vraiment une expérience très riche et chaleureuse, ce témoignage que tu nous donnes pour comment tu as fait comment tu as fait pour casser les barrières, non seulement pour tes collègues de femmes de l'Amazonie, mais aussi pour avancer dans toute cette expérience pleine d'obstacles. Nous savons aussi qu'il y a une initiative très emblématique et très à jour à cause de la situation de la pandémie. J'aimerais entendre de cette initiative qui s'appelle Du confinement à l'autonomisation. Quels ont été les défis les plus importants que vous avez affrontés là-dessus et qui continuent à faire face les femmes rurales en Équateur et dans le monde dans ce contexte de pandémie? Bien sûr, le temps nous a permis de vivre de longues années. Maintenant, je suis la jeune d'avant-hier. J'ai déjà 72 ans, presque 73. J'ai eu beaucoup de chance parce que tout le monde n'atteint pas mon âge. Et je suis donc reconnaissante avec tout ce vécu, ces luttes des écoles, des processus organisationnels. Et j'ai été au départ de plusieurs processus, des choses qui me motivent et comme par exemple Transit Amaguaña, Mathilde Hidalgo et toutes qu'on a pu mentionner. Et comme j'ai commencé à lire, j'ai pu lire tous les travaux de ces femmes et toutes ces femmes historiques que je ne connaissais pas avant. Et toute cette semence accumulée pendant de longues années, de tout ce trajet, d'un long chemin, m'a amené à penser que la pandémie, on ne pouvait pas rester les mains inhabilitées. On comprend les précautions des gouvernements, etc. Mais on ne pouvait pas attacher le cerveau et le cœur. Et nous avons réfléchi que la paysanne qui s'est levée comme l'avait Phénix et avec de gros efforts pour créer des écoles, pour aller à l'école et au lycée, et toutes les choses qu'on a étudiées, puisque je suis arrivée à 70 ans, j'ai commencé à réfléchir comment accompagner ces femmes, parce que si je sentais cette situation lors de cette pandémie, qu'est-ce qui était en train de se passer avec toutes les femmes en Équateur et dans le monde entier? Que se passait-il?
dans les sentiments des femmes. Et en sentant le leader d'autres femmes, une femme leader m'avait demandé au mois de septembre, octobre, 2019, m'avait demandé, aidez-moi à faire quelque chose du côté de los Ríos. Et quand la pandémie, m'ont appelé Mamalous, parce que c'est comme ça qu'on m'appelle parfois, Mamalous ou Malous, on m'appelle de différentes façons. Il m'a dit, Mamalous, qu'est-ce qu'on va faire avec la pandémie? On va pouvoir rien faire ici à Los Ríos. Ne t'en fais pas, on va faire des écoles virtuelles. Et c'est là où va surgir cette idée avec tout ce que nous avons fait, avec toute cette trajectoire, si à la fin, toute cette trajectoire, toute cette carrière de services sociaux sert aux personnes qui est un travail non rémunéré, mais d'un travail de conviction, d'engagement, de plaisir, parce qu'on se sent bien à faire ce travail et très peu rémunéré. Et si tout ce travail a servi de quelque chose, c'est d'avoir des amitiés, des contacts. Et par exemple, de conseils, j'avais des amis, de leaders de lieux électoraux, et je lui ai répondu, on n'est pas seul et on ne va pas laisser les femmes seules. Ni toi, ni moi, on est seuls. On va faire une école virtuelle. On va le faire. On va nous aider avec une plateforme et on va voir qui peut nous aider avec Zoom. Mais Zoom est payable tous les 40 minutes, mais on verra, on va t'aider à se connecter. Et c'est là où vraiment on a commencé à voir. Mais comment on va faire ça? Ne t'en fais pas. On va chercher des alliances stratégiques et ainsi on a formé le groupe de formatrices, 8 ou 10, qui avons accompagné la première école. Nous avons démarré, nous l'avons réfléchi entre le mois de, je crois que c'était fin mars. Au mois d'avril, on a commencé à donner la forme aux modules sur les thèmes qu'on allait inclure, avec qui on allait travailler. Au mois de mai, le thème avait été déjà bien formé. Et au mois de juin, le 13 juin, nous avons démarré le premier cours virtuel auto-estime et leadership. Le nom de l'école va s'appeler du confinement à l'autonomisation, parce que c'était une école politique de leaders politiques qui n'était pas seulement rurale, mais à Véronica, je lui ai dit, en étant soutenue par le réseau ALAC, je te soutiens au noyau Los Ríos, mais comme étant membre du réseau LAC. Et donc, on a commencé à chercher les contacts et c'est comme ça qu'on a commencé par l'auto-estime et leadership comme un premier thème. J'ai participé à ce premier module. Nous avons, modestement, je dois dire que nous avons tout formé et toutes les 40 minutes, on fermait le Zoom et on recommençait pour pouvoir travailler sans payer. Et c'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'au deuxième mois. Un leader ici de l'Amazonie, José Rodriguez, de l'Observatoire de la non-violence, m'a dit, j'ai une amie qui pourrait nous soutenir avec la plateforme qui fait partie de l'école. On a parlé avec Patricia de Orellana qui nous a facilité sa plateforme Zoom, qui n'était pas nécessaire d'entrecouper toutes les 40 minutes. Et ainsi, les panélistes et de l'autre côté, nos mêmes leaders. Pourquoi? Parce que l'école ne doit pas être ni scientifique, ni académique, ni conceptuel. Bien sûr que les théories, le concept, mais aussi le viventiel. Nous avons donc ouvert l'école pour Los Ríos et après, on a soutenu 18 provinces de l'Équateur et après, on a attaché le Chili et le Panama parce qu'au Panama, on a fait le dernier lac et le Chili sera le siège pour le 5e lac post-pandémie. Donc, il y avait des raisons très puissantes de pouvoir inclure tout ce réseau. Ainsi, nous avons apporté cette école où ont participé environ 150 femmes
de manière permanente. Et parmi elles, on avait un cas très particulier d'une femme de Los Rios qui disait, j'avais fait pression qu'il fallait avoir des femmes rurales, pas seulement urbaines. Et il y avait cette femme, Julia Montesser, qui sortait avec son portable. Et je n'ai pas d'internet chez moi, je suis en train de marcher pour voir où est-ce que je réussis à attraper le signal. Elle sortait de la montagne ou des champs à la recherche de signal en dessous d'un plastique pour pouvoir faire ceci, etc. Donc, ce type de choses, vraiment, ont donné la valeur à cette initiative de confinement, à l'autonomisation qui était pour des femmes politiques. Et de toutes ces femmes, nous avons 12 membres de l'Assemblée et donc il y a des résultats. Outre cela, beaucoup ont échangé avec d'autres écoles. C'était la première expérience qui est terminée en décembre 2020. L'autre école se fait déjà pour les femmes leaders rurales où participent les techniques d'appui des pays et qui a été appliquée pour 16 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, depuis le Mexique jusqu'au Chili, et qui s'appelle du confinement à l'autonomisation et développement territorial. Cette deuxième école, c'est déjà une extension de l'agenda politique du réseau LAC, parce que nous avons un agenda politique au réseau LAC, et cet agenda des axes thématiques que jusqu'à très peu de temps, il y en avait 6, on a augmenté à 6 avec le changement climatique. Et donc, l'école du réseau LAC a commencé avec auto-estime, leadership et identité. Ça a été le départ. Et après, nous avons ajouté le thème du changement climatique. Et cette école a commencé du 22 septembre 2020. Et nous avons terminé il y a un mois. Oui, il y a un mois, nous avons terminé cette école de formation. Et nous avons démarré la deuxième phase en Équateur, c'est le troisième moment des écoles, mais comme vous pouvez voir, dans les écoles d'Équateur sont inscrites déjà 300 femmes. Il n'y a pas seulement le Chili et le Panama, mais il y a aussi le Salvador, le Pérou et d'autres pays qui sont déjà en train d'adhérer. Et les femmes et les témoignages reçus, c'est que vraiment cette école est bénie, parce que s'il n'y avait pas eu cette école, on ne sait pas ce qui serait devenu de nous, parce qu'on a parlé de confinement, de la violence, de la participation politique dans le cadre de nos écoles, la terre, production, travail, violence et droits des femmes, participation citoyenne et politique des femmes, participation communautaire et changement climatique. Auto-estime, leadership et opportunité. Tout cela, donc, a été... Je crois que cela a été vraiment très réconfortant pour les femmes, mais il est important aussi de voir comment l'échange entre les femmes de différents pays, parce que les intervenants venaient de Colombie, et l'ami de Costa Rica, Victor Hugo, de l'Institut de la démocratie et qui est maintenant autorité au niveau électoral au Costa Rica. Il a été l'un de nos intervenants. Carrillo de Colombie, Rita d'Argentine. Enfin, il y a eu plusieurs invités. Qu'est-ce qu'on a fait? Tous les amis que nous avons acquis et qui ont été généreux, avec eux, nous avons pu en tant qu'intervenants, mais d'autre part, parce que l'école est une collaboration théorique et pratique, et c'est comme ça que nous avons travaillé, et qui vraiment nous apporte au cœur, parce que on aurait pu se croiser les bras et dire, bon, ben, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, c'est le confinement. Et vous voyez, quand on a le cœur et la passion, parce qu'il faut tomber amoureux de ce qu'on fait, parce que j'ai toujours dit, si dans ces écoles, personne ne paye et personne n'encaisse de l'argent, parce qu'il pourrait y avoir au milieu des personnes qui voudraient tirer profit de tous ces processus qui au départ étaient de bonne foi, mais après ils sont manipulés. Donc il faut être attentif
Et nous avons averti que personne ne doit encaisser ou demander de l'argent pour cette école, mais que nous voulons que les écoles puissent répliquer, redoubler toutes leurs connaissances, les enseignements appris dans leur communauté. Et si maintenant nous avons eu 180 la première école à l'Amérique latine et des Caraïbes, il y a autour de 200 plus 300 inscrits pour maintenant. Vous voyez déjà les chiffres qu'on a et qui sont plus fidèlement de manière permanente, mais il y a beaucoup d'autres qui commencent et maintenant qu'ils ont le Zoom, parce que l'école du Réseau Lac a fait un Zoom qui a fait une technique depuis Santiago du Chili. Donc, cela nous a aidés. Monica, je l'ai rencontrée dans mes études avec le réseau de municipalités où je fais partie du conseil directif de la WIN, mais non pas parce que j'ai été maire, mais parce que j'ai commencé en tant qu'étudiante sur un enseignement de genre. J'ai eu le diplôme au 3e sommet en 2016 de master avec eux, master virtuel avec eux. Donc, malgré les écarts, les inégalités, toute la question, qui est, oui, un thème à en parler plus tard concernant les inégalités, et des dispositifs de la technologie, mais d'une certaine façon, on est en train de envoyer ces droits aux TIC parce que les Nations Unies nous disent ne vous laissez pas pour compte, apprenez. C'est fantastique, Luz, de connaître, d'entendre tout ce pouvoir transformateur qui est en jeu et dans des situations aussi adverses, et comme vous signalez, il faut qu'il y ait avoir ce cœur et que cet exercice soit collectif qui est parvenu à des centaines de femmes dans une étape, dans une période aussi complexe comme celle de la pandémie. Et ces écarts que vous avez mentionnés, focalisés et convoqués, quels défis ils existent pour les femmes en matière de genre et d'environnement? Dans votre expérience, comment ont avancé ces thèmes grâce aux initiatives telles que la formation du réseau LAC? Les initiatives ne vont jamais s'arrêter. Les défis ne vont jamais arrêter pour les femmes. Dès qu'on se lève le matin, il y a toujours un défi pour commencer. C'est le défi du matin. On va dire merci pour les défis que tu me proposes et à la fin de la journée, dire merci d'avoir pu affronter le défi dans la journée. Et les gros défis ont été et seront toujours, tout d'abord, le fait de nous retrouver, de nous renforcer, de pleurer, parce qu'on a pleuré, même si c'était une école virtuelle, lorsque les femmes ont relâché leurs nœuds critiques. Je crois que nettoyer l'âme, parce que les larmes, ce sont le moyen pour nettoyer l'âme et la douleur des personnes, pas seulement des femmes, mais aussi des hommes. J'ai 3 enfants, 3 garçons, et je leur dis pleurez, parlez, comme je dis à mes petits-enfants aussi, parce que cela nettoie les douleurs et l'âme. Donc, les gros défis, bien sûr, c'est de continuer avec les processus virtuels. Tant que cette pandémie continue, on ne va pas abandonner. Et l'un des résultats de ces écoles, c'est que, curieusement, d'ailleurs, j'ai partagé avec mes amis, André, et merci de nous appuyer constamment dans ce panel de ce groupe forum de clôture de changement climatique. Ça a été très, très beau. Les gens étaient très contents. On avait la sensation d'avoir pris une douche d'eau fraîche, d'eau claire. Je crois que le processus nous appelle toujours à qu'est-ce qu'on veut faire. Il ne faut pas penser que tout a déjà été fait. Non, tant qu'on sera en vie, il y aura toujours quelque chose à faire. Et les processus virtuels vont continuer. On pourra peut-être commencer à faire
à l'avenir quelque chose de mixte, présentiel et virtuel pour les répliques au Chili. Il n'y a pas eu beaucoup de résultats, cependant, on croit qu'on va pouvoir faire à un moment donné en fonction de ce qui va se passer avec les vaccins, etc. Mais le processus de l'école va continuer. Et du coup, un jour, j'ai reçu un appel d'un représentant d'une des coopérations internationales. J'ai dû lui envoyer à un moment donné le lien vers l'école. Et elle m'a dit, vous savez quoi, je vous ai suivi et je vois que vous ne vous fatiguez pas de faire des choses. J'ai répondu, tant qu'on est en vie, on fait ce qu'on peut. Elle m'a dit, pourquoi vous ne faites pas un projet? Et en ce moment, on est en train de concevoir un projet. C'est un projet pilote pour certains pays, pour 5 pays, Équateur et 4 autres. On espère que cela va réussir. Mais du coup, il y a aussi une université qui nous a dit on peut avaler ou garantir à l'école d'Équateur. Malheureusement, il n'y a pas eu le soutien de la présidente à ce moment-là de la CUPRE. Et malheureusement, parfois, même si on sème la meilleure semence, tous les fruits ne sont pas pareils. Si je vais semer un maïs, peut-être on va voir une très belle plante, mais peut-être 2 ou 3 ne sont pas aussi beaux. Toutes les semences ou tous les fruits de ce que je vais planter ne seront pas toujours bons. Et ça fait partie du processus de formation, même si tout le monde reçoit la même chose, chacun fera ce qu'il pourra faire. Et ça, c'est les risques ou les défis. Et seulement celui qui ne fait rien n'a aucun défi. Parfois, lorsque je reçois un choc, je me dis, ceux qui font rien, ils sont heureux parce que personne ne les critique, personne ne les remet en question. Mais bon, je crois que les processus virtuels vont continuer et tant qu'on pourra, on les encourage à s'adhérer à tout cela. Parfois, les langues peuvent être une limitation. Au Chili ou au Brésil, pardon, au Brésil, lorsqu'il y a les collègues brésiliennes, notre collègue Elmira nous disait au début, parlez lentement, parce que parfois on ne se comprend pas même si on parle espagnol et ce sera plus difficile pour les collègues brésiliennes. Mais bon, peut-être qu'on n'aura peut-être pas les mêmes facilités avec elles, mais peut-être qu'à l'avenir, on pourrait avoir quelqu'un qui nous aide avec la traduction pour entrer dans les Caraïbes, avec Haïti, avec d'autres pays, peut-être. Ici, on peut avoir un peu de financement. La Providence nous réserve quelque chose quelque part. Donc, je pense que parmi les défis, c'est ça, c'est continuer les processus de formation, vaincre la question des écarts, des inégalités. Mais pour l'école que nous souhaitons mettre en œuvre à l'avenir avec ce projet, c'est d'avoir notre propre plateforme afin que les cours, les enseignements puissent être donnés à un horaire particulier et celles qui ne peuvent pas assister à ces horaires-là, mais puissent les suivre à un autre horaire pour pouvoir recevoir la formation. Et ça, c'est un gros défi. Capter les connaissances et remplir le devoir. Et ainsi, on peut générer ce nouveau mode d'enseignement pour parvenir aux plus nombreuses femmes et pouvoir le concrétiser encore à l'année 2021. Il nous reste encore 6 mois, un peu moins de 6 mois, mais bon, chaque jour compte. Et pour 2022. Donc, les défis, c'est ça, continuer avec les écoles, lutter contre la cybernétique, la connectivité, l'éthique. Et un autre défi, c'est
José Vicente, comment en Équateur, on a fait un webinaire où on a dénoncé ce qui s'est passé en Équateur en pleine pandémie, où on a fait une campagne depuis l'État en disant que d'apprendre, c'est très beau avec l'accompagnement des tuteurs, mais avec la famille. Tout d'abord, si une maman comme moi est semi-analphabète, comment peut-elle soutenir les enfants dans les champs? Vous pouvez avoir un ordinateur, mais s'il n'y a pas de connectivité, comment vous allez faire? Et si vous avez 4 enfants, comment ils vont faire les 4 enfants et les heures de cours pour pouvoir faire les devoirs? Ça fait donc des gros défis, même par ces connaissances et l'apprentissage des femmes, celles qui ont pu entrer, a été très difficile. J'ai plus de connexion, la connexion est partie, j'ai pas pu reconnexion, etc. Donc, petit à petit, on a commencé à faire des enregistrements. Et bon, si on avait une plateforme, nous, on pourrait avancer. Et bon, ça fait partie des défis pour avancer. Et un autre défi, c'est d'atteindre davantage de femmes. On ne peut pas en rester avec les femmes qui sont déjà consolidées, mais comment atteindre ces femmes, ces filles, ces adolescentes, des filles qui, même en étant encore des filles, et même, désolée si je touche ce thème qui est si dur, des filles que ce n'était pas le cas il y a 65 ans, mais parfois, malheureusement, dans les communautés rurales, on échange pour un peu de nourriture la vie d'une fille, d'une sœur, d'une petite fille. Et cela doit changer. Et c'est la raison pour laquelle il faut atteindre davantage des femmes. Ce n'est pas possible qu'en échange d'une bouteille d'alcool ou une assiette de nourriture, on sacrifie une femme, une fille qui a le droit de se projeter, d'étudier, de se réaliser, de sortir, de travailler, de vivre dignement une vie. Je crois que le travail a encore beaucoup à faire parce que des choses comme ça continuent à se passer en Amazonie et probablement ça doit se passer aussi dans d'autres pays, Salvador, Pérou, enfin n'importe quel des autres pays. On ne peut pas nous arrêter tant qu'on aura une vie. Nous sommes co-responsables aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Et le changement commence à l'intérieur, mais comme j'ai pu me préparer, j'ai pu me consolider, qu'est-ce que je vais faire pour les autres? Ce sont donc les gros défis au niveau personnel et au niveau du Red Lac, du réseau Lac. On va continuer à travailler. Comment nous avons cherché à ouvrir les portes pour que d'autres femmes de base puissent participer aux gros événements. José Vicente, le premier groupe de femmes rurales de sommet de genre au Santiago du Chili, y ont participé 8. Quand j'ai dit faisons un espace pour les femmes, elle m'a dit Lou, ce serait très bien, mais donne-moi 3 femmes et je te fais un sommet de femmes rurales et je t'aide. Je me rappelle très bien. Maintenant, elle est déjà à la OEA, elle n'est plus à la OI, mais grâce à Flavia, cette porte a été ouverte. Il n'y a pas eu 3, mais 8 ou 10 femmes rurales, de zones rurales, qui ont pu avoir un groupe avec 6 et qui ont pu s'adhérer à d'autres groupes de discussion, etc. Donc, il y a des femmes qui ont des positionnements dans les communautés, puissent avoir un positionnement dans la province, dans le pays, d'Amérique latine, dans le monde, parce que nous les avons amenées en Espagne, on a construit des espaces. À l'une des femmes qui a été formée à Coupri, on a parlé avec l'ambassadeur, elle a pu être invitée en Israël, à une autre a été à Washington, à une autre a été en Mésoamérique. D'autres ont été en Uruguay, au Paraguay, au Pérou. C'est-à-dire qu'on est en train de faire que nos femmes, je vais vous raconter une anecdote qui est fantastique. Lorsque
on a amené cette femme au Santiago du Chili, Teresa Rodas, avec son nom et prénom de la commune San Jacinto, que José Vicente est équatorien et connaît très bien notre réalité. Le jour qu'elle devait voyager à Quito pour aller à Santiago, le mari lui a caché la valise. Et l'une des enfants de la Teresa a vu où le papa était caché la valise. Et le gamin, il est parti d'un autre côté de la forêt, il a été récupérer la valise et il a été lui apporter la valise à sa femme. Le mari lui a enlevé l'argent et elle est partie quand même pas derrière. Et après, elle a pu atteindre Quito. Chargée, c'est une valise chargée d'artisanat, de cadeaux d'artisanat, parce qu'elle travaille dans ces artisanats, pas seulement aux travaux des champs. Et vous voyez, mes amis, André, José Vicente et tous ceux qui nous écoutent, lorsque nous sommes arrivés là-bas, on n'avait pas pensé à donner un espace pour que Maria Teresa Roda puisse vendre son artisanat. On a dit, s'il vous plaît, parlez avec quelqu'un pour que je puisse vendre mon artisanat, que je puisse vendre mes affaires. Et une amie qui a travaillé 17 ans à la WIN, et depuis 2018, elle a l'OEA, comme je vous disais, et j'ai dit, Flavia, ma chère amie, tu sais que ma collègue, elle a porté des artisanats. Tu ne peux pas aider à ce qu'on lui réserve un petit coin pour qu'elle puisse se situer. Le salon était grand. En haut, il y avait les séances plénières. On descendait les escaliers. En descendant ces escaliers, il y avait un petit espace vers la porte principale. On lui a mis une table au milieu du couloir pour que Maria Teresa puisse vendre ses artisanats. Elle a pu ainsi faire un petit peu d'argent. Donc, vous voyez comment ce que produisent nos femmes et qui puissent être connues, appréciées et achetées par d'autres femmes, non seulement de l'Équateur, mais du monde entier. Donc, pour vous dire qu'on a fait cela dans plusieurs événements. C'est comme d'avoir plus de réseaux, plus de points de contact, comment d'avoir de nouvelles alliances stratégiques, comment ouvrir les portes au monde. Maintenant, nous avons la porte ouverte jusqu'à l'Espagne. L'Ibéroamérique, on a une porte ouverte vers l'Espagne avec le réseau des femmes rurales d'Espagne. Mais comment ouvrir davantage de portes pour pouvoir parvenir à atteindre d'autres continents? Et donc, ce sont les gros défis qui nous restent. Peut-être qu'on parlera de tout gros défi que nous avons. Et j'espère qu'il sera la vitrine vers le monde. Merci beaucoup, Luz. Vraiment, c'est tellement riche d'entendre et vraiment les impressionnant de tout ce que il a fallu confronter de toutes ces situations. Et ces situations augmentées au niveau rural. Racontez-nous quel type de circonstances ou quelles conditions sont nécessaires pour assurer le progrès continu des femmes rurales et aussi la protection de l'environnement. Comment peut-on parvenir à ça? En tant que réseau LAC, Red LAC, comme premier au Brésil en 1996, nos fondatrices, c'est qu'à côté du travail de la terre, il fallait protéger l'environnement, protéger les ruisseaux, les sources d'eau, comment reboiser avec n'importe quelle plante qui puisse être absorbée de l'eau au lieu de tuer l'eau, de générer la vie, comment protéger les savanes, produire avec une agriculture saine, sans trop de produits chimiques. Et dans notre réseau, dans nos thèmes, nous avons la protection des naissances, des sources d'eau, parce que c'est une source de vie. Nous sommes les gardiennes de la nature.
la petite production est celle qui protège la forêt, qui protège la nature, et qui protège les semences saines, les semences traditionnelles. La grande production, c'est celle qui nous envahit de produits chimiques pour avoir une macro-production. On s'en fiche si des semences millénaires sont perdues et après dépendre du marché externe pour racheter les semences et qui exigent d'autres traitements qui sont exposés aux produits chimiques. Et donc, à cause de tout cela, nous voudrions qu'il y ait davantage de sensibilisation sur les politiques publiques qui soutiennent justement la petite production. Les femmes, parce que qui doit avoir à gérer le terrain avec les enfants? En Équateur, on dit les wawas, c'est les petits enfants. Et parfois, ces termes créent des confusions. Donc, je précise, wawa, c'est enfant. Donc, il faut qu'il y ait une composante plus humaine, plus naturelle, qu'il y ait le terme domestique et pas seulement penser à faire de l'argent. En Équateur, à la côte, par exemple, ils viennent de se rendre compte que à cause de la grosse production des crevettes, la mangrove est décimée. Donc, ça fait partie. Cela ne se passe pas avec les petites productions, mais cela se passe avec la macro-production. Et donc, les femmes comme Marinelli Torres, qui a soutenu le thème de la défense de la mangrove en Équateur. Il y a toute une organisation de femmes, de productrices de moules et pour protéger la zone. Et on dit on va planter un million de plantes parce qu'ici, en Équateur, c'est des savanes qui sont plantées d'eucalypte ou des pins. C'est vraiment tuer la vie de l'eau. Donc, l'une des choses qui s'est passée à la pandémie et que nous avons encouragé dans nos écoles, et c'est de voir comment les femmes, en pleine pandémie, nous avons continué à produire dans nos champs, dans nos terres, des produits frais, des bons produits qui ont été ramenés avec les filles, de nos filles et de nos petites filles, sont allés vendre dans les villes et dans les centres urbains. Et nous, on ne peut pas bouger, les personnes âgées, on ne peut pas bouger parce qu'on risque. On est une population à risque, mais les jeunes sont partis vendre cette production. Et parfois, l'échange de produits aussi. Nous avons encouragé tout d'abord d'apprécier le travail, de valoriser le travail du travail du champ, surtout des femmes, parce que souvent ce sont des femmes au foyer, abandonnées par les maris ou par les couples, et restent en zone rurale avec les enfants. Et nous avons encouragé depuis nos écoles de formation qu'il faut réveiller, générer la réciprocité urbano-rurale. Cette réciprocité signifie que lorsque nous allons dans les grands centres commerciaux, tout le monde y va et paye ce qui est marqué. Personne ne fait des demandes des rabais. Mais lorsqu'un paysan va vendre ses produits à la porte de chez lui ou bien au coin de la municipalité, parfois poursuivi par la police, on est en train de les humilier, de maltraiter et on demande de nous rabaisser les prix. Mais on ne va jamais demander de baisser le prix des bouteilles de Coca-Cola. On va vouloir demander de rabaisser le prix du lait qui est sain, mais on ne va pas demander de rabaisser le prix de la Coca-Cola qui n'est pas bon pour la santé. Donc, il y a des choses qui doivent... les gens doivent être sensibilisés à tous ces thèmes et là, les femmes urbaines et rurales devront faire quelque chose à apprendre. Les femmes urbaines qui apprécient les produits que nous sommes en train de produire en zone rurale et c'est promouvoir que les femmes restent
sur les terrains et ne pas être obligé à migrer vers les villes pour pour grossir la misère des villes, parce que les quartiers suburbains, ce ne sont pas les gens des élites qui y habitent. Généralement, c'est la migration des gens qui viennent des zones rurales. À New York, il paraît que les gens qui migrent vers les États-Unis vont vivre en dessous des ponts. Mais bon, je crois que là, il faut qu'il y ait une sensibilisation, une prise de conscience. Il y a une volonté humaine, technique et politique des décideurs et des décideuses de soutenir avec des chaînes d'approvisionnement, mais non pas d'intermédiation qui expriment les consommateurs, mais qui exploitent les producteurs. Merci, Luz. Plusieurs réflexions, plusieurs messages sur la façon d'avancer dans cette décennie qui est essentielle pour les femmes rurales. Je voudrais vraiment remercier toutes les recommandations que tu viens de mentionner et que tu dis qu'il est possible de surmonter toute une série de barrières avec beaucoup de sacrifices. Et cette initiative du confinement à l'autonomisation des femmes et l'accès aux dignités, aux des réflexions, c'est vraiment de très grosses inspirations. Je suis vraiment très, très chanceux d'avoir ta présence dans ce début de café. Nous voudrions te remercier beaucoup. Malheureusement, le temps nous se termine. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu parler du dernier appui de cette idée de réciprocité de l'agenda 2030, d'avoir ce soutien des Nations Unies qui ont reçu nos documents 2012, 2017, 2018 pour demander de déclarer la décennie des femmes rurales, indépendamment de la couleur de notre peau, que nous soyons blanches, métisses, afrodescendantes ou autochtones, comme la décennie des femmes rurales, comme nous l'avons remis à Madame Bachelet à Rio de Janeiro en 2012, parce qu'il y a eu une proclamation de l'Équateur du 3e rencontre latino-américaine avec 270 femmes rurales, y compris la Guinée-Bissau. Nous avons aussi remis 2018, le 12 mars, à New York, nous avons aussi remis cette demande formelle à la 72e Assemblée des Nations Unies pour déclarer la décennie des femmes rurales. Et je crois qu'il n'y aurait pas une meilleure récompense, une meilleure façon de redonner la vie, l'espoir, la joie, la permanence et l'amour à la terre qu'à partir d'aujourd'hui, on commence à travailler là-dessus, de déclarer maintenant en pandémie et post-pandémie la décennie des femmes rurales. Je crois que le résumé 2021-2022 doit être le départ d'un avant et d'un après. 10 ans, je crois que ce sera peu, mais ce sera quelque chose pour redonner aux femmes rurales toutes les dettes sociales qu'elles ont payées bien avant les ODS, les objectifs du millénaire, etc., et tout le reste. Ils ont fait un bon travail. Mais les gouvernements locaux, on fait peu et il va falloir continuer à travailler là-dessus. Et si l'on souhaite que dans chacun de nos continents, en Europe, en Asie, Afrique, Océanie et dans l'Amérique latine, on fasse de force commune pour déclarer la décennie des femmes rurales, non seulement en Équateur, en Amérique latine, mais dans le monde entier. Cela permettrait de retourner la situation et permettre une vie avec dignité, avec des biens et des services de qualité pour les femmes rurales. C'est
très clair, ton message est très clair, cette initiative de réciprocité de l'urbain vers le rural. Quelle meilleure façon que de demander, faire l'écho, de déclarer cette décennie des femmes rurales me semble fantastique, une proposition fantastique dans le cadre de cet échange. Avant de conclure, on voudrait vous rappeler que le prochain café Vert et Violet, les voix des femmes latino-américaines et qui transforment notre environnement, aura lieu le 6 août cette année. On aura la participation de Brigitte Baptiste, directrice de l'université de l'année. J'espère que vous avez beaucoup tiré profit. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Luz, de cette excellente participation. Je vous embrasse à tous les frères et sœurs tout le long des Amériques, de l'Équateur, de l'Europe et du monde entier. Merci les Nations Unies, merci le PNUD, Guillermina, merci beaucoup. Avant de mourir, j'espère voir la décennie des femmes rurales. Merci José Vicente, Andrea et vous tous et nous aider pour nous rapprocher des femmes, des ONU femmes qui nous sont